Alors, 28 mai 2020, bonsoir, bienvenue à cette autre émission avec nous sur la transition énergétique et l'indépendance alimentaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler du solaire, comme vous avez pu le voir. Et je pense que c'est le bon moment. Il fait très chaud dehors et on se demande parfois est-ce que les réchauffements climatiques existent vraiment. Durant les autres émissions, on en doutait peut-être, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus de doute, là. À 34, 35 à Montréal, sûrement qu'en Gaspésie, la neige a du fond dans les montagnes. Et donc, on est ensemble pour parler des synergies qu'il y a entre la filière solaire et la filière agroalimentaire. Comment est-ce que de faire plus de l'un, de l'énergie solaire, peut nous permettre de faire plus d'une autre chose qui est de la production locale d'alimentation, que ce soit des différents produits qui entrent dans notre table et qu'on pourrait substituer par rapport à des importations que nous faisons actuellement. Donc, sont avec nous Christian Dubuc de Stace Énergie. Bonjour. Bonjour. Alors, on a Bernard Dufour de EDF-EN Canada. Bonsoir. Bonsoir. Et on a Leila Arbour de Bonaventure en Gaspésie. Bonsoir, Leila. Bonsoir. Oui, alors, donc, sans plus tarder, on n'avait pas vraiment de questions laissées en suspens durant les autres semaines. Donc, sans plus tarder, comment est-ce que l'énergie solaire, c'est plus qu'uniquement de l'électricité? Qu'est-ce que l'énergie solaire peut amener pour le Québec? Et donc, c'est ce que nos trois conférenciers qui sont avec nous pour cette discussion, c'est ce que les trois personnes vont nous amener. Donc, vous allez voir qu'il y a différentes réponses à la question, que c'est plus de l'électricité et quel est le potentiel de l'énergie solaire pour le Québec. Donc, allons-y. Commençons tout de suite du côté de l'amont de la filière, donc de la fabrication. Et allons-y avec Christian. Donc, on va mettre en place ta présentation. Et donc, parle-nous de Stace, parle-nous de toi, parle-nous du solaire, parle-nous de ce que ça peut faire pour le Québec. Très bien, bien, merci beaucoup. Vous voyez sur la première page, je ne suis pas Laurence Gauthier, qui est ma collègue qui, malheureusement, ne pouvait pas être avec nous ce soir. Donc, je prends la relève pour vous parler d'agrivoltaïsme, qui est un sujet, ma foi, fort fascinant. D'année en année, plus j'en découvre là-dessus, plus ça me fascine. Mon nom est Christian Dubuc. Je suis scientifique détaché au développement de solutions solaires chez STACE, qui est l'acronyme de Saint-Augustin Canada Électrique. Donc, quelques mots rapidement sur STACE. Je sais que Laurence avait prévu beaucoup de pages là-dessus. Je vais quand même aller rapidement. Donc, STACE, c'est une ancienne division de General Electric présente au Canada depuis 42 ans. Qui, à l'origine, se spécialisait dans des produits de distribution d'électricité. Donc, en fin de compte, tout ce qui est entre le générateur et le poste de distribution, que ce soit des barrages hydroélectriques ou des centrales nucléaires. Donc, cette électricité-là du générateur, il faut la transporter à un poste de traitement. Donc, que ce soit des barres blindées, des disjoncteurs, tout l'équipement, dans le fond, qui transporte l'électricité. Saint-Augustin a son usine principale à Saint-Augustin, au Québec, où justement ces produits-là sont fabriqués. Je vais y revenir un petit peu plus tard là-dessus. On a aussi une usine à Trois-Rivières, au Québec, où cette fois-ci, ce sont les modules solaires qui sont fabriqués là. Stace fabrique deux technologies, du photovoltaïque là, à panneaux plats, comme on voit un peu partout, et une technologie peut-être un peu plus... un peu moins connu, je dirais, qui est le photovoltaïque concentré. Stace a aussi un bureau aux États-Unis à Phoenix et un bureau en France à Ville-Vérac. Les produits de Stace, comme je vous ai dit, au centre de l'écran, c'est peut-être un peu petit, mais on voit que c'était les équipements dont je vous parlais, disjoncteurs, barres blindées, bus bar. En 2016, Stace a ajouté des produits, adapté les bus bars justement au mode éolienne. Donc, quand on y pense bien, l'éolienne, c'est aussi un générateur. Donc, il faut transporter l'électricité entre le générateur et les postes de transformateurs. Donc, dans les modes éoliennes, il y a des grandes barres de métal qui transfèrent l'électricité. Donc,
Stace fait des milliers de tours d'éoliennes par année comme ça. Comme je disais, depuis 2016, Stace a ajouté des solutions de stockage d'énergie et de production d'énergie solaire. Le but était de pouvoir offrir justement des solutions complètes aux clients parce que quand on y pense bien, une fois qu'on a la production, le transport et le stockage, on a quand même des bonnes parties de la chaîne. Stace, évidemment, travaille partout à travers le monde, beaucoup en France et aux États-Unis parce qu'on a des bons marchés là, puis on a des implantations là. Vous voyez à l'écran différents projets de Stace en France, et en PV et en CPV. Quand même plusieurs mégawatts d'installer. Christian, soit PV, donc panneaux photovoltaïques, ceux qu'on voit les rectangles, et CPV, donc en concentrateur, qui est l'autre technologie qui concentre le rayon du soleil sur un tout petit point, et c'est lui qui génère beaucoup, beaucoup d'électricité, c'est ça? Tout à fait. Quand on est, en fin de compte, la technologie concentrée utilise des cellules qui sont très, très efficaces, mais qui coûtent plus cher. Donc, on ne peut pas tapisser les panneaux de cellules noires là, comme on voit dans les panneaux standards. Donc, la cellule est beaucoup plus petite, mais avec des lentilles, on arrive à concentrer tout le soleil sur cette petite surface-là et ça demeure des systèmes qui sont très, très efficaces. Donc, c'est comme si on prend une loupe, quand on est jeune, on prend une loupe, on allume du papier, c'est sensiblement la même chose, c'est là que la cellule vient s'installer. Exactement. C'est exactement ça. D'ailleurs, quand on regarde de près une technologie CPV, on voit juste un tout petit point lumineux très, très, très brillant. C'est, dans le fond, les systèmes Stace concentrent 500 fois la lumière sur la cellule, dans le fond. On remarque aussi que dans ces systèmes-là, quand on concentre le soleil, comme vous disiez dans l'exemple avec la loupe, le soleil bouge dans le ciel, donc il faut bouger la loupe aussi pour suivre le soleil. Donc, c'est pour ça que ces technologies-là sont montées sur des suiveurs, ce qu'on dit en anglais des trackers. Donc, c'est un peu comme un tournesol. Dans le fond, le module suit le soleil durant toute la journée afin de pouvoir concentrer le soleil toute la journée sur la petite cellule. Donc, on n'en sort pas. L'agriculture, le solaire, ça va ensemble. En allant des moutons au tournesol, on reste dans ce paradigme-là. Le tournesol ne veut pas manquer de lumière, puis les développeurs solaires non plus. Ouais. Donc, montre-nous d'autres projets que vous réalisez. En Amérique du Nord, on a, en fin de compte, des plus petits projets, mais avec beaucoup de visibilité, comme sur le circuit Gilles Villeneuve, des initiatives encore pour essayer de réduire des empreintes carbone. On a un parc solaire, justement, de CPV à l'Université de Sherbrooke. Stace opère une centrale dans le désert de Californie, à Newberry Spring, et aussi une en France. Je vais y revenir. On a notre propre petit parc à Saint-Augustin de développement technologique où on teste des technologies. Si vous passez par Saint-Augustin, vous ne pouvez pas le manquer. Il y a des grands panneaux comme ça sur des suiveurs tout près de l'usine. Puis, on a des collaborations avec des centres de recherche, que ce soit l'Université de Sherbrooke ou l'Université York, pour justement tester toutes ces technologies-là. On a aussi des projets là, un peu plus sporadiques comme au Global Climate Action Summit à San Francisco. On avait développé des solutions de stockage et de production d'énergie pour réduire l'empreinte carbone de l'événement, dans le fond. Et ça, ce sont tous des équipements qui sont fabriqués chez vous, en fait, dans vos usines au Québec. Oui, tout à fait. À Trois-Rivières, puis la partie distribution à Saint-Augustin. Exactement, exactement. Au moment où on se parle, d'ailleurs, ce matin, on avait une réunion, puis on a une équipe qui est au lac Mégantic, dans le fond. Comme vous le savez, il y a peut-être que certains d'entre vous le savent, il y a un grand projet d'Hydro-Québec pour développer une première microgrille au Québec, c'est-à-dire un centre-ville qui pourra se déconnecter complètement du réseau d'Hydro-Québec pour justement tester ces centres-là de distribution, d'énergie distribuée, je devrais dire. Donc, ça, ce sont des panneaux solaires installés sur des toits d'édifices dans le centre-ville de Mégantic. Donc, ça, c'est des projets en cours. On a aussi des équipes en France qui travaillent sur un projet sur un ancien site d'enfouissement.
en Europe, il y a une forte sensibilisation sur l'usage des terres pour le photovoltaïsme. On va y revenir parce que c'est pas mal le sujet de ce soir. Je voulais juste là, vous donner une idée un peu des projets là, que Stace réalise. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'au Québec, bien qu'on en voit sur le bord de l'autoroute 20 ou au circuit Gilles Villeneuve, et que là, on va commencer à en voir, il y a beaucoup, on ne va pas dire qu'il y a autant d'emplois que dans l'aéronautique, là, mais il y a un embryon, il y a une grappe du solaire qui est en train de grandir et il y a une expertise québécoise dont vous êtes et qui rayonne, qui a des projets partout dans le monde. Tout à fait. La grande différence entre le solaire ou les énergies renouvelables en général et par exemple, les énergies fossiles. Les énergies fossiles, habituellement, il faut que tu possèdes la ressource pour tirer des avantages. Tandis que dans le solaire, le soleil il est à tout le monde. Il faut que tu possèdes l'expertise pour en tirer l'avantage. Donc, c'est une grosse différence. Donc, au Québec, on a des universités, des chercheurs, des entreprises. On a une belle chaîne d'alimentation là, qui est, dans le fond, qui chapeaute tous ces systèmes-là. Et je pense que c'est très, très important pour la société, justement, d'avoir ce savoir-là. Parce que si ce n'est pas nous qui prenons la place, il y en a d'autres qui vont la prendre à notre place, ça c'est certain. On le voit partout, là, le déploiement, la croissance du solaire ou des éoliennes et des énergies renouvelables en général. Donc, vous faites bien de le souligner. Ce que je vous présente là, ça occupe pas mal de monde au Québec, là. Donc, venons à l'agrivoltaïsme. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'agrivoltaïsme, ou il y en a qui appellent ça l'agro-photovoltaïsme, c'est dans le fond, ce que c'est, j'en ai touché un mot tout à l'heure. Dans le fond, sur Terre, il y a des grands espaces où il n'y a personne qui habite, mais il y a des endroits densément peuplés où il y a une compétition pour les terres, dans le fond. Il faut que les humains se nourrissent, il faut cultiver les terres, mais on a besoin d'énergie aussi. Donc, l'agrivoltaïsme, dans le fond, c'est un système qui permet de faire un usage double des espaces. Donc, on va essayer à la fois de faire de l'énergie et à la fois de faire de l'agriculture pour justement marier ces compétitions-là pour avoir des solutions gagnantes-gagnantes. Donc, les projets que Stace ont fait, c'est sur toutes sortes de cultures, que ce soit maraîchère ou viticole. Ce que c'est, dans le fond, c'est qu'on installe des modules solaires au-dessus des espaces agricoles. Puis pour ça, il y a deux buts pourquoi on fait ça. C'est que, évidemment, les acteurs dans l'agrivoltaïsme, il y a souvent le promoteur, le développeur énergétique qui installe des modules, puis un agriculteur. Puis comment ils essaient de s'entendre, eux, pour rendre ça rentable, c'est que vous en avez parlé un peu en introduction, il y a des changements climatiques, puis tous les agriculteurs vous le diront, on commence à balancer dans les extrêmes. Parfois, il y a des sécheresses, parfois, il y a des inondations, parfois, il y a de la grêle. Donc, pour les agriculteurs, c'est des vrais défis et ça se reflète aussi, évidemment, sur des impacts financiers, sur des impacts d'assurance. Hein. Les compagnies d'assurance augmentent les tarifs continuellement. Donc, l'idée là-dedans, c'est d'arriver avec une solution qui dit le promoteur d'électricité va installer des modules solaires qui sont au-dessus des récoltes, donc qui peuvent interagir avec le sol, notamment pour gérer la température du sol. Si la température s'élève trop, on peut moduler l'apport du soleil sur les cultures. Puis, à l'inverse, quand il y a des périodes froides, on peut couvrir un peu les cultures pour garder des couches d'air chaud sur la culture. Donc, il y a moyen d'augmenter le rendement des cultures. Donc, moi, ça fait quelques années que je regarde la littérature sur le sujet, puis on commence à avoir beaucoup d'études qui montrent que les cultures ont des meilleurs rendements là-dessus. Puis, l'arrangement, parfois, que les acteurs arrivent à avoir, c'est que le développeur, il peut, par exemple, dire à l'agriculteur, je vais t'installer des panneaux solaires, mais charge-moi pas de loyer. Puis toi, ben, de ton côté, ben, tu pourrais, dans le meilleur cas, avoir une augmentation de rendement et certainement avoir tes primes d'assurance réduites.
Donc, parfois, il y a des arrangements comme ça, gagnant-gagnant, qui prennent place. Et dans le meilleur des cas, c'est vraiment des projets très, 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 très intéressants. On a du coup annulé la compétition entre nourrir et produire de l'énergie. Et non seulement ça, mais on arrive à augmenter les rendements. Et si je regarde sur la prochaine page, dans le fond, si on veut pousser l'idée plus loin, Stace a un département d'ingénierie, dans le fond, où on continue d'améliorer les technologies pour ça. Puis, Stace a développé un système, le système qu'on voit là, dans le fond, c'est des panneaux qui sont non seulement capables de suivre le soleil en rotation, mais ils sont montés sur des rails qui peuvent justement se déplacer soit entre les rangs de culture ou au-dessus des cultures. Donc, ça permet, et évidemment, tous ces rails-là sont contrôlés par ordinateur avec toutes sortes d'algorithmes optimales. Donc, ça permet encore un meilleur contrôle, plus poussé justement sur la possibilité non seulement d'augmenter les rendements, mais de protéger les cultures. On a vu justement dans nos projets en France des vignes complètement détruites par la grêle ou des épisodes de sécheresse monstrueuse. Donc, ces systèmes-là sont capables de se déployer très, très rapidement pour protéger les cultures ou même, parfois, il peut y avoir des filets anti-grêle entre les modules. Donc, c'est des technologies qui sont déployables, sont relativement simples. Puis, dans le contexte là, de développement dont je parlais tout à l'heure, ça peut être financièrement rentable pour les parties. Donc, Stace a fait des projets d'agrivoltaïsme en France principalement. Évidemment, tous ces concepts-là sont transférables au Québec, au Canada, aux États-Unis. En France, pourquoi? Parce qu'en France, le gouvernement a des incitatifs forts pour protéger l'usage des terres. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est que par exemple, il va y avoir des appels d'offres où le gagnant de l'appel d'offres va remporter l'appel d'offres avec une grille de points. Et dans le fond, l'usage du terrain est considéré dans l'attribution des points. Donc, si par exemple, on installe des centrales solaires sur des terres agricoles, on a 0 points. Par contre, évidemment, si on va sur une terre, un ancien site d'enfouissement, on va avoir tous les points. Mais si on va aussi en agrivoltaïsme, en usage double de terre, on va avoir aussi tous les points. Donc, ces appels d'offres-là, il y a plus de 150 mégawatts d'appels d'offres publics présentement pour des projets innovants où l'agrivoltaïsme s'est vu attribuer justement des bonnes parts d'appels d'offres. Et Stace en a réalisé, il va encore en réaliser d'ailleurs dans les prochains mois. Donc, on voit que quand tout le monde travaille ensemble, il y a des solutions intéressantes qui se pointent, qui adressent, comme on disait en intro, des défis importants en termes de sécurité alimentaire. Je pense ce que je racontais sur les changements climatiques qui peuvent détruire des cultures en un clin d'œil. Je pense que c'est l'affaire de tous. Puis, je pense que l'agrivoltaïsme comme ça peut représenter, en tout cas, une des options qu'on a pour relever ce défi-là. OK. Donc, on va passer aux questions. Tu avais pas mal fini, oui? Oui. On va arrêter la présentation ici. Et là, on va passer aux questions. Donc, ce qu'on peut voir, en définitive, c'est qu'au Québec, sur les champs de fraises, on pourrait mettre des panneaux pour faire de l'ombre quand on récolte les fraises. Et donc, tous les cueilleurs seraient contents. Il y aura besoin de moins de crème solaire. Puis, ça serait une façon de faire du gagnant-gagnant. On n'avait pas mis la crème solaire dans les impacts financiers, mais oui, effectivement, c'est ce qui est important, c'est de retenir, c'est qu'effectivement, c'est transférable dans plusieurs types de cultures. Là. Super. Là, on a Steve en ligne qui nous dit, est-il possible d'envisager l'agrivoltaïsme avec des modules bifaciaux? Pour monsieur, madame, tout le monde, là, et non pas Steve, le bifaciaux, ça veut dire que ça produit des deux côtés. Non seulement ça produit des deux côtés, mais les panneaux ont une meilleure transparence. C'est une très bonne question parce que
la recherche en agrivoltaïsme vise justement à optimiser l'énergie que les modules solaires reçoivent et ce que la culture reçoit. Donc, une façon d'optimiser ça, c'est de jouer avec la transparence des modules parce que les modules solaires standards sont opaques. Donc, c'est plus difficile de moduler la lumière avec des modules opaques qu'avec des modules semi-transparents ou complètement transparents. Donc, la réponse à la question, c'est oui, effectivement. Non seulement c'est possible, mais c'est probablement souhaitable. Donc, on pourrait imaginer des champs de culture qui ont besoin d'ombre, d'ombrières ou autres qui seraient mis là en plein soleil, mais sous les panneaux, donc tout le monde gagne. Exactement. Donc, c'est comme si dans le fond, on peut moduler l'ombrage avec des panneaux opaques, mais il y a plus de possibilités en modulant l'ombrage avec des modules semi-transparents. Parfait. Est-ce que Léla, toi qui es une productrice, ça te parle? As-tu des questions pour Christian? Moi, je n'ai pas de questions. J'ai trouvé ça très clair. Bon, OK. Donc, on va. Avez-vous des questions en ligne? Là, c'est le temps de l'envoyer une fois, deux fois, trois fois pour Christian. Il nous reste 2 petites minutes pour, après ça, à passer à Bernard. Et je suis convaincu que Léla va avoir des questions pour Bernard, par contre. Là. Avez-vous des questions en ligne? Non? On va pouvoir y revenir tantôt. Donc, mais écoute, Christian, merci beaucoup. C'était très clair. Donc, ce qu'on comprend, c'est que non seulement il y a des compagnies québécoises qui développent des projets et qui en gagnent, que ce soit au Chili, à Hawaï, en France, aux États-Unis, mais il y a également des modules, de la technologie qui est faite au Québec, qui est exportée pour répondre à ces questions-là, puis dans des secteurs innovants comme la combinaison de deux grands enjeux, l'énergie et l'alimentation. C'est un peu Bien ça? résumé. Tout à fait, bien résumé. Super. Donc, parlons-en d'agriculture, d'alimentation. Bernard, je vais charger ta présentation. Donc, Bernard, parle-nous de toi, puis parle-nous de projets que tu as pas très loin d'ici qui font la combinaison de ces deux choses-là. Oui, bien sûr. Merci Jean-François. Je m'appelle Bernard Dufour. Je suis gestionnaire d'actifs chez EDF. Et je voulais vous parler là, ce soir d'une expérience qui est en cours là, depuis 4 ans sur notre parc d'Empire. Et à travers cette expérience-là, là, je pense qu'on démontre qu'il est possible là, d'allier agriculture là, et production d'énergie solaire. Donc, tout d'abord, le laboratoire de cette expérience-là, c'est notre parc solaire d'Empire. Ce n'est pas au Québec, là, c'est de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Donc, c'est à peu près 40 km le passé à Ottawa, entre Ottawa et Empire. Et c'est basé là, sur, et je pense que la photo est très éloquente là-dessus, là, sur une terre agricole. En fait, on voit là au centre de la photo ici, là, il y a un silo avec un petit genre de grange puis un bâtiment. C'est là que notre centre de contrôle est. Donc, notre centre de contrôle se situe littéralement dans une ancienne ferme qui était basée là il y a quelques années. Donc, c'est un parc qui est assez impressionnant, assez étendu. On parle de 312 000 panneaux, 38 onduleurs de 0,5 MW pour une capacité totale au niveau courant direct là, de 23,4 MW. Mais au niveau de l'énergie solaire, c'est un vieux parc. Donc, il est en service depuis 2009, donc depuis bientôt 11 ans. Notre partenaire dans ce projet-là, c'est Shady Creek Lemco, qui est un producteur agricole. C'est une petite entreprise familiale là, qui est formée d'un couple là, très, très impliqué, Chris Moore et Lindsay Smith. Les deux là, font de l'élevage d'agneaux depuis les années 90, mais ont repris une ferme là, qui était dans la famille depuis les années 60. Et c'est vraiment eux qui ont été instigateurs du projet. Donc, eux sont situés à quelques kilomètres du parc solaire et en 2016, passaient pratiquement tous les jours là, devant notre parc. Et ça les faisait réfléchir parce que dans leur développement professionnel et le développement de leur entreprise, ils étaient à la croisée des chemins. Ils ne réussissaient pas à vivre à temps plein là, de leur ferme. Et était encore, c'est un jeune couple, là, manquait de moyens pour acheter d'autres terres pour faire croître leurs troupeaux et pour pouvoir vivre à temps plein de l'agriculture, il y avait besoin de faire croître leurs troupeaux.
Donc, en voyant nos parcs solaires situés sur un beau terrain plein de fleurs, plein de gazon, ils ont eu l'idée de se dire, il y a peut-être moyen là, d'allier nos besoins et ceux du producteur solaire et mettre en place un beau projet. Donc, le projet est assez simple. D'un côté, nous, on a un problème. On a des herbes qui poussent à chaque année et qui viennent éventuellement créer de l'ombrage sur nos panneaux, ce qui affecte notre production. Donc, on doit investir des dizaines de milliers de dollars par année pour pouvoir couper l'herbe de façon mécanique. De leur côté, eux, comme je l'ai dit, avaient besoin d'accès à la terre et manquaient de capitaux là, pour y arriver à ce moment-ci là, du développement de leur entreprise. Donc, ce qu'on a convenu, c'est de signer tout simplement un genre de contrat de désherbage basé sur un critère de performance simple qui est assurez-vous que les herbes ne viennent jamais faire d'ombrage au panneau. Par contre, ce qui est innovant, c'est que plutôt qu'utiliser des tondeuses pour y arriver, c'est des moutons qui sont utilisés. Donc, la stratégie employée, essentiellement, deux troupeaux ont été mis à disposition là, sur le parc. Cette année, là, on parle d'à peu près 500 à 600 moutons là, au fil de la reproduction. Et les troupeaux sont dans un enclos mobile qui se déplace, qui est déplacé là, à chaque jour par Chris et l'INSEE selon leur observation de où en est la croissance à tel secteur. C'est un jeu d'équilibriste et délicat parce qu'il faut laisser les moutons assez longtemps pour qu'ils puissent couper l'herbe de façon assez courte pour qu'on n'ait pas besoin de revenir à très court terme. Mais il ne faut pas les laisser trop longtemps, sinon ils sont gourmands, puis ils vont tout brouter et ça va éventuellement appauvrir la terre. Donc, une année type, les moutons arrivent au mois de mai. C'est juste des femelles et la très grande majorité portent des bébés à ce moment-là. Et c'est mon moment préféré de l'année. Pendant à peu près 3 semaines, on le voit en ce moment en direct, la M. Pryor, on a 400 moutons qui sont arrivés au début mai. Et en l'espace là, de 3 semaines, la population là, du site double parce que les mères donnent naissance aux agneaux. Donc, une fois que les agneaux sont nés, commence un peu la routine de l'été qui est de déplacer les moutons sur une base quotidienne pour assurer une bonne coupe du gazon. Et malheureusement, les moutons sont sélectifs. Il y a certaines plantes qui ne sont pas intéressées à manger, qui font la fine bouche. Donc, il y a quand même un support mécanique qui est nécessaire là, pour pouvoir couper ces plantes-là. Évidemment, c'est un producteur d'agneaux. Donc, en septembre, les mâles sont séparés du reste du troupeau et sont destinés à la table. Tandis que jusqu'à date, on est encore dans une perspective de croissance. On manque de moutons sur le site. Donc, les femelles sont gardées là, pour la reproduction. Au mois de novembre, le troupeau quitte le site pour aller passer l'hiver là, sur la ferme de Shadley Creek. Il passe l'hiver à l'extérieur. Et autour de Noël, c'est là que l'accouplement est fait. La gestation dure 5 mois. Comme ça, l'année d'après, on peut recommencer le cycle. Les impacts de ce projet-là, pour moi, au niveau de la production de producteurs solaires, ça s'est traduit par une réduction de 35 des coûts de désherbage. Donc, je parlais là, de coûts de désherbage de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, c'est une économie très appréciable qui fait une différence là, sur les finances du projet. Du côté de Shadley Creek, mais eux, ils ont littéralement pu tripler et l'année prochaine quadrupler là, la taille de leur troupeau par rapport avant la mise en place de ce partenariat-là. Donc, eux, grâce à ça, là, ils ont eu accès à une très belle terre, très grande, et ont pu mettre en place, en vente sur le marché un produit qu'il n'y avait pas avant, qui est de l'agneau nourri à l'herbe. Évidemment, ça nous permet de multiplier là, les usages sur la terre occupée par le parc solaire, ce qui est une très bonne chose. Les moutons participent à la fertilisation du sol. Et ce qu'on découvre aussi, c'est que les moutons apprécient beaucoup l'ombre des panneaux. Donc, des journées chaudes, là, comme on a vu hier et avant-hier. Ça, la photo qu'on voit en bas à droite, c'est une photo prise ce matin. Naturellement, là, les moutons, les agneaux vont se réfugier là, à l'ombre des panneaux pour passer leur journée. Au niveau des apprentissages qu'on a fait, c'est rendu la 4e année du projet. Le premier, c'est que ça nous prend beaucoup de moutons. C'est un grand site. Donc, on a commencé à 150, on a monté à 300. Cette année, on va être à 500.
Le point d'équilibre selon l'INSEE qu'on voit à droite, c'est à peu près 600 qu'on aurait besoin pour un site de 72 hectares. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir des bons chiens parce que, comme je l'ai dit plus tôt, là, on déplace les moutons à chaque jour. Donc, il y a beaucoup de contrôle de mouvement à faire. Donc, il y a 3 chiens qui passent l'été avec nous à temps plein. Donc, le jour pour gérer les déplacements de moutons et le soir là, pour prévenir la prédation. Parlant de prédation, ils ont développé un ingénieux système là, de clôture électrique mobile alimenté évidemment à l'énergie solaire, ce qui permet là, de prévenir les intrusions. Il a aussi fallu qu'ils développent un système qu'on voit là, de l'approvisionnement en eau est un enjeu. Là. Il n'y a pas de source d'eau sur site directement. Donc, il y a un genre de camion à roulette qui remplit l'eau selon le niveau. Donc, c'est des gens très débrouillards. Et la clé du succès pour que ça fonctionne, c'est vraiment d'avoir des agriculteurs dévoués. C'est un travail très ardu. À chaque jour, ils doivent venir sur site. Donc, ça prend une très grande implication là, de la part de l'agriculteur. Une autre initiative agricole qu'on a lancée sur site, c'est en partenariat avec la compagnie qu'on voit ici, qui est Jay's Bees Company. C'est une entreprise d'Ottawa qui opère là, une ferme urbaine là, en banlieue d'Ottawa. Ils font de la production de miel, de la vente de miel, mais ce qu'ils font d'innovant aussi, c'est qu'ils ont signé des partenariats avec plusieurs entreprises commerciales, des bureaux au centre-ville d'Ottawa, des hôtels, des restaurants, et nous aussi, là, un parc solaire, où ils vont installer des ruches sur les toits ou dans les cours de ces institutions-là. Et le but, c'est vraiment d'augmenter les populations d'abeilles et que c'est surtout dans le cas des restaurants et des hôtels, puissent avoir accès à produire eux-mêmes là, le miel qu'ils vont pouvoir écouler au sein de leur entreprise. Donc, le partenariat qu'on a mis en place avec Jay's Bees, c'est on a mis en place 5 ruches sur le site. Les ruches sont installées à chaque année, ne sont pas installées, mais sont ouvertes au mois de mai. C'est un travail là, où Jay's Bees doit venir à chaque 2 semaines en début de saison, après ça à chaque mois, là, s'assurer que tout est correct, faire l'entretien des ruches dans le but de récolter le miel autour de août-septembre, une fermeture des ruches en novembre. Évidemment, il y a un certain taux de mortalité, donc à chaque année, il faut remplacer 30% des ruches. Mais le beau produit là, qui ressort de tout ça pour nous, c'est d'avoir accès à un miel de qualité. Nous, de notre côté, on n'a pas l'ambition de revendre ce miel-là. C'est un miel qu'on distribue à nos parties prenantes, à nos employés et à nos partenaires. Et c'est toujours très apprécié. Les impacts de ce projet-là, évidemment, c'est une contribution peut-être petite, mais qui est quand même significative là, pour augmenter les populations d'abeilles dans le secteur et aussi favoriser là, une meilleure pollinisation des plantes qui sont très nombreuses là, sur le sol du parc. Ce que les gens de Jay's Bees me disent aussi, c'est que les abeilles apprécient beaucoup la biodiversité de la flore du parc solaire. Donc, on se situe en territoire agricole avec des monocultures. Donc, évidemment, notre terre à nous s'inscrit en porte-à-faux. On a une très riche biodiversité et c'est apprécié là, par les populations d'abeilles. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les pots de miel qu'on distribue font beaucoup d'heureux. Donc, c'est un impact positif du projet. Un peu comme pour les moutons, c'est un projet qui permet, encore une fois, de multiplier les usages de la terre occupée par notre parc, ce qui est une valeur là, importante pour nous. Fait intéressant parce que je sais que des fois, c'est une préoccupation chez certains apiculteurs, là, du moins, j'ai vu ça là, dans le nord-est des États-Unis. La proximité des équipements, là, ici, on les voit, là, les ruches sont littéralement à 25 mètres là, des panneaux solaires et pas bien plus loin là, des onduleurs. Il n'y a aucun impact sur la production de miel. Donc, les abeilles là, vivent très bien dans cet environnement-là. Et une leçon là, qu'on a appris, on a un projet de mouton, on a un projet d'abeilles, c'est 2 beaux projets, mais les 2 ne se mêlent pas nécessairement bien. Donc, la première année, on avait laissé les moutons s'approcher trop près des ruches et on a perdu là, 3 ruches sur 5 parce que les moutons les ont renversées. Donc, on a bien retenu notre leçon et maintenant, on tient les moutons là, à bonne distance là, des ruches. Voilà. Bon, ben donc, ce que je comprends, c'est que les deux cohabitent, là. Est-ce que je comprends bien ou c'est 2 sites séparés? C'est sur le même site, mais il faut pratiquer la distanciation sociale entre les abeilles et les moutons. OK, OK. Donc, écoute, t'es populaire, là. Là, on a Steve qui nous dit
Donc, de plus en plus dans les appels d'offres, notamment en France, la coactivité agricole et les projets solaires est fortement recommandée. Préservation d'écosystèmes et chaînes alimentaires oblige. Avez-vous envisagé, en plus des moutons, l'insertion d'autres animaux? On pourrait envisager des oies, des dindons, des poulets et autres. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé? On voit que vous avez pensé aux abeilles, là, mais est-ce que vous y avez pensé? Puis, est-ce qu'il y a des producteurs qui sont venus vous voir? Je sais que j'ai assisté à une conférence là, aux États-Unis où il y avait une présentation là-dessus. Il y a différentes expériences qui ont été faites pour trouver c'est quoi les meilleurs animaux là, c'est souvent dans l'optique là, de désherbage, là. Donc, entre autres, il y avait des expériences qui ont été faites avec les chèvres. Et je sais qu'un des problèmes, c'est que les chèvres ont tendance à grimper sur les panneaux. Donc, il faut vraiment là, bien connaître les bêtes et les comportements de chaque espèce là, avant de faire des expériences de ce type-là. De notre côté, non, pour l'instant, on s'est arrêté aux moutons et aux abeilles, mais je sais qu'il y a une sous-espèce de chèvre qui est utilisée dans certains parcs solaires aux États-Unis qui, elle, ne grimpe pas sur les panneaux. Donc, les chèvres aussi là, sont une option pour la cohabitation d'élevage animal et de production solaire. Donc, ce que Steve avait peut-être en tête, ce serait un élevage de foie gras, là. On ne sait pas trop, là. On va faire du miel, du foie gras et des agneaux, là. Donc, Léla, toi qui es productrice, as-tu des questions pour Bernard? Est-ce que ça te, Non, moi, ça va. ça Ça te va. va? Donc, avez-vous en ligne, on avait une question pour Christian. Christian, il y a ici Fabien qui nous dit, est-il envisagé pour Stace de faire de l'agrovoltaïsme avec des panneaux verticaux? Là, il y a ton micro. Ton micro. Oui, bon, j'étais parti dans une belle explication, mais ça va aller mieux que le micro ouvert. Ben oui, dans le sens que l'orientation des modules solaires, ça dépend de ta position sur la planète, dans le fond. Donc, en fin de compte, c'est ta latitude. Donc, quand un promoteur développe un projet habituellement, puis ben, Bernard pourra nous le dire, mais ils font des calculs justement pour maximiser la production d'énergie. Ils vont simuler différentes orientations des modules. Donc, plus tu es au nord, plus les panneaux pourraient être verticaux. Mais à certains endroits sur la planète, mettre des panneaux verticaux, ça ne serait pas une bonne idée. Mais dans les latitudes nordiques, effectivement, quand le soleil est bas, on pourrait mettre des panneaux verticaux. Donc, la réponse est oui, on peut toujours mettre des panneaux verticaux, mais il faut voir l'impact sur la production annuelle d'énergie. Et là, de l'agriculture, peut-être avec les canneberges là, dans le Grand Nord, là, mais à peu près ça, c'est à peu près tout. C'est ça. Ben, c'est que, dans le fond, la production solaire, c'est un compromis entre... il faut être dans un endroit où il y a du soleil, mais il y a des endroits dans le nord où il y a quand même du soleil. Mais là, si on veut faire de l'agriculture, ben, c'est ça. C'est tout mettre ça dans le projet décisionnel puis optimiser tout ça. Parfait. Et là, on a Christian Christian, lui, nous dit que Agriculture Canada n'autorise plus l'aviculture en liberté. Bon, peut-être est-ce qu'on aura un mouvement des apiculteurs libertariens qui vont partir un mouvement pour changer la chose, là. Faut dire également, peut-être pour Steve, que au Québec, en tout cas, il y a un système de contingentement beaucoup dans la volaille, peut-être pas dans le canard, mais dans les poulets. Et donc, passer sans poulet, ça prend ça prend de l'achat de quotas qui vient compliquer les choses. Mais bref, on voit qu'on touche quelque chose de nouveau. Donc, en ligne, avez-vous d'autres questions avant qu'on rencontre notre agricultrice entrepreneur, membre de la relève et nouvelle actionnaire de l'entreprise familiale? Une fois, deux fois? Non, vous allez les prendre après. Donc, allons-y. Je pense que la présentation de Léla est arrivée. Non, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là. Mais bref, Léla, parle-nous de toi, parle-nous de ton entreprise, puis parle-nous que penses-tu est-ce que pour toi, la voilà, la présentation, elle est en ligne. C'est bien ça ta présentation, Léla? C'est ça. Alors, on te laisse parler. Parle-nous de toi, parle-nous de tes projets, parle-nous de comment tu deviens une femme d'affaires aguerrie et qu'est-ce que ça t'inspire. On t'écoute.
Donc, bonsoir. Donc, comme Jean-François l'a dit, mon nom est Léla Arbour. Je suis propriétaire d'une entreprise agricole avec mes parents. On est des producteurs d'agneaux nourris aux algues, mais aujourd'hui, je vais vous parler plus du pâturage au Québec et des avantages qu'un éleveur aurait à participer à un projet de pâturage dans les parcs solaires. Je vais commencer par vous présenter un peu la situation actuelle au Québec. Donc, l'agneau au Québec excusez, l'agneau au Québec, c'est 24 du cheptel ovin canadien. Donc, on est les deuxièmes après l'Ontario. Tout le cheptel ovin, donc de moutons au complet, on est juste 24 Ensuite, l'agneau du Québec détient seulement 51 du marché québécois, donc sur les tablettes d'épicerie. Pourquoi? Parce que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont sur les tablettes eux aussi et ont un agneau beaucoup moins cher car eux font du pâturage à l'année longue. Ils n'ont pas besoin de bâtiments et ils n'ont pas d'hiver comme nous. Donc, même si on peut faire du pâturage comme eux, il est possible de nourrir nos animaux au champ pendant 5 mois sur 12 seulement. Donc, Est-ce que je suis tout seul à avoir des problèmes de connexion avec Léla? je peux enlever ma caméra? Oui, tu peux enlever ta caméra. Ça va peut-être mieux marcher? Oui, vas-y. OK, parfait. Donc, comme je disais, le pâturage n'est pas très répandu dans les élevages ovins du Québec, mais on aurait vraiment un gros avantage à le faire. En fait, il y a plusieurs raisons. C'est parce qu'au Québec, on a un système très différent de l'Ontario pour ce qui est de l'élevage du mouton. Comme Bernard l'a dit, en Ontario, il y a un seul accouchement pour la brebis et c'est au printemps. Du côté du Québec, nous, on fait plusieurs agnelages, plusieurs accouchements par année. Donc, on a un système de dessaisonnement par la lumière. Donc, sortir les moutons pendant l'été peut faire une légère problématique pour la gestion de ces chaleurs. Donc, la brebis, la maman risque de ne pas tomber en chaleur si on l'envoie pendant l'été à l'extérieur. Il faut donc adapter les troupeaux pour aller à l'extérieur au pâturage, qui est un petit peu complexe étant donné qu'on est habitué à ce système-là. Et là, Léla, quand on parle de chaleur, on parle de la chaleur corporelle de la brebis et non pas de la température extérieure. Exactement. On parle vraiment de la femelle qui ovule. C'est vraiment ça. Ouais. Donc, malgré cela, il y aurait vraiment un intérêt pour le pâturage parce que en faisant du pâturage, on aurait des économies. Donc, on aurait une économie sur la paille parce qu'on n'a pas besoin de mettre de litière dans les parcs. Les animaux sont à l'extérieur. Ensuite, il y a une économie sur l'électricité, le nettoyage des bâtiments et les fourrages. L'animal étant au champ, la nourriture qu'il consomme n'a pas besoin d'être récoltée, manipulée et entreposée. Ça fait beaucoup moins de charges à ce niveau-là. Et bien sûr, ça a aussi un impact environnemental. Il y a beaucoup moins de tracteurs dans les champs pour récolter la nourriture. Cependant, il faut prendre en compte l'investissement pour la clôture, les vermifuges, les pertes dues à la prédation et le gaspillage fait par les animaux parce qu'ils ne mangent pas tout. Comme le dit Bernard, ils sont un petit peu fine bouche. Tous ces problèmes ont des solutions ou presque, mais c'est le dernier point qui est vraiment problématique à mes yeux, à moi, c'est l'utilisation des champs cultivables pour faire du pâturage. Puis c'est ici que ça devient intéressant pour l'éleveur de faire pâturer dans un parc solaire parce que les terres sont de plus en plus dispendieuses au Québec. Il faut les rentabiliser d'une manière ou d'une autre. C'est donc beaucoup plus intéressant de faire une culture qui va être vendue pour avoir de la liquidité que de faire du pâturage dans une terre qui a du haut rendement agronomique. Ça devient plus attirant de faire une culture pouvant être vendue ou valorisée autrement. Donc, en plus de ça, le pâturage, il n'est pas nécessaire étant donné que les animaux sont déjà installés dans les bâtiments. Ils n'ont pas besoin d'être déplacés. On a une économie de temps en les laissant à l'intérieur. Sortir de ces habitudes-là peut devenir un petit peu compliqué. C'est un effort de plus, si on veut. Parce que, en fait, c'est ça. La grande majorité des bergeries sont déjà installées pour que le mouton soit à l'intérieur. Donc, il y a un manque d'intérêt. Donc, c'est à peu près ça pour ce point-là. C'est à ce moment-là que les animaux pourraient aller à l'extérieur pour aller dans les parcs solaires, excusez-moi. Il y aurait
l'éleveur pourrait envoyer ses animaux à l'extérieur pour qu'ils aillent manger sans utiliser le fourrage que lui veut avoir pour l'hiver, puis faire des cultures plus rentables sur les terres qu'il va économiser. En plus de ça, un éleveur pourrait développer un produit en lien avec le pâturage. Donc, comme disait Bernard tantôt, l'éleveur a développé un agneau à l'herbe. C'est très rare au Québec, on n'en trouve pas partout. De notre côté, on a misé sur l'agneau nourri avec des algues. C'est notre façon de nous différencier. Nous, on a développé un cahier de charge avec des standards de qualité qui nous différencient, mais ce serait aussi possible de le faire avec un agneau nourri à l'herbe dans un parc solaire. Il y a une valeur ajoutée, puis il y a une histoire derrière le produit. C'est exactement la recette parfaite pour faire un produit de niche, en fait, là. Donc, un projet de pâturage comme ça pourrait être très intéressant pour plusieurs types d'agriculteurs. C'est de notre côté, à nous, on ne pourrait pas envoyer tous nos animaux à l'extérieur parce que nos brebis ont vraiment besoin d'une haute supplémentation dans leur alimentation, mais parce que c'est une race, en fait. C'est la race qui a besoin de beaucoup d'aliments. Mais on pourrait envoyer nos animaux au repos. Donc, ceux qui ne sont pas en train de travailler, qui ne sont pas enceintes, puis qui ne sont pas avec le bélier, on pourrait les envoyer à l'extérieur au pâturage, puis ça libérerait de la place en bergerie. Ce serait aussi accessible à d'autres producteurs, comme ceux qui ont des races de moutons qui sont plus rustiques, donc qui ont besoin de moins d'aliments. Puis c'est aussi donc c'est accessible à plusieurs types d'agriculteurs. Il faut juste adapter la gestion des pâturages à la gestion du troupeau et de la ferme. Donc, voilà pour moi. Je conclurai en disant qu'en tant qu'éleveuse, personnellement, je serais prête à envoyer mes moutons au pâturage avec des panneaux solaires. Les avantages sont là, mais il faut juste s'adapter puis être prêt à faire des économies en participant au mouvement vers les énergies renouvelables, en fait, là. Puis c'est ça, il faut faire l'effort. Puis ça peut être un petit frein, en fait, là, de faire l'effort, mais je pense que les avantages sont là. Donc voilà. Bon, ben là, tu nous rallumes ta caméra, on va arrêter le tout, puis ça a l'air que c'est le problème est de mon côté, il n'est pas du tien, là, c'est ce que tout le monde a dit pour te défendre, là. Non, 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 moi, ça va très bien. Donc, tu vois, tu as déjà une base de gens conquis. Donc, ce que tu nous dis, c'est que dans le système de gestion chez vous, les femelles qui ont fini d'allaiter, dont on sépare le petit, pourrait, elle, se refaire une santé, aller dehors, aller prendre de la vitamine et autres. Puis pendant ce temps-là, ben, tu n'as pas besoin de les avoir en bâtiment. Donc, ça te permettrait d'avoir un cheptel, donc un troupeau plus gros. Puis, comme tu dis, de faire un produit distinctif. Oui, exactement. C'est vraiment accessible, en fait, là. C'est juste qu'il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir et de l'organiser. C'est juste ça. Puis ça peut être un frein, mais c'est accessible. Donc, toi, s'il y avait un projet en Gaspésie, pas trop loin de Bonaventure, là, tu serais intéressé à venir t'asseoir, mais on peut voir que tu es une fille préparée. La négociation, là, Christian risque d'être tough, là. Hein, la même chose pour Bernard, là, ça risque d'être tough, là. Léla, elle a l'air à connaître pas mal son affaire. Donc, en ligne, avez-vous, on a Marjolaine qui nous dit, et en Gaspésie, il n'y a plus de terre disponible et qui serait valorisée. Cela permettrait de maintenir des paysages ouverts et non forestiers. Donc, il y a peut-être une occasion qui est là. Il y a des terres, effectivement, qui s'y prêtent bien. On a Christian qui nous dit, pour Christian Dubuc, on a un autre Christian qui nous dit, est-ce que vos panneaux solaires sont fabriqués en Chine? Ton micro. La réponse, non, ils ne sont pas fabriqués en Chine, ils sont fabriqués à Trois-Rivières. Par contre, les panneaux solaires, c'est quand même des technologies compliquées. Il y a beaucoup de pièces qui rentrent dans la fabrication des panneaux solaires. Puis, nous, pour maintenir une chaîne d'alimentation convenable, il faut avoir plusieurs fournisseurs au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, et en Chine, et au Vietnam, et en France. Donc, la réponse, c'est que les modules sont faits à Trois-Rivières. Issus de composants qui sont sourcés à travers le monde. Parfait. Donc, en ligne, on attend vos questions. Donc, Bernard, est-ce que ça t'inspire donc la discussion que Léla a expliqué de sa réalité? Oui.
Moi, j'avais une question, puis je t'en avais parlé, Jean-François, là, c'est qu'un des défis, c'est d'arrimer des parcs solaires existants avec les éleveurs qui sont disponibles, là. Puis un des enjeux à Empire, on a été chanceux, c'est l'agriculteur lui-même qui nous a approchés. C'est quoi la distance maximum entre une bergerie et un parc solaire là, qui rend ça possible, là, un projet là, de pâturage sur un parc Ça solaire? dépend toujours des gens, là. Moi, je dirais personnellement, ce serait 30 minutes de route, pas plus, parce que, tu sais, il faut faire l'aller-retour assez souvent. Il faut aller vérifier, faut voir. Puis surtout que nous, il faudrait faire plusieurs allers-retours avec le troupeau. Tu sais, à tous les temps de jour, il faudrait se déplacer, changer de troupeau pour ramener nos brebis, puis les changer, renvoyer celles qui sont au repos. Oh, là, ça vient peut-être de geler. Oui, bon, ben on Puis va à faire plus, là. excuse-moi, on a eu un petit enjeu. Donc, chez vous, vous avez un autobus scolaire que vous avez transformé en autobus à moutons. Et donc, ce que tu nous dis, c'est à peu près à 30 minutes. Puis, comme dans la régie chez vous, vous changeriez, ça ne serait pas toujours les mêmes par rapport à l'exemple en Ontario. Donc, il y a un rayon d'à peu près une demi-heure. Puis, de l'autre côté, ce que tu nous dis, ben, il y a également une émission de GES du camion qui aimerait ça utiliser encore plus de biocarburants. Si le gouvernement mettait une norme pour permettre d'avoir plus de biocarburants, ça ferait une production pas mal carboneutre. Mais donc, toi, c'est à peu près une demi-heure de transport, là, c'est à peu près le maximum. Puis l'autobus, il ne roule pas à 100 km/h. Non, ça, c'est sûr. Donc, Bernard, est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond très bien à ma question, puis ça me fait conclure là, qu'il faut planifier ça en amont, là, ces synergies-là entre agriculture, là, puis dans la planification même là, du choix de la localisation du parc. Effectivement, effectivement. Donc, on a Steve qui nous revient. Y a-t-il des primes? Ça, c'est peut-être pour Leïla. Est-ce qu'il y a des primes reversées par l'État pour des initiatives comme celle dont on parle? Est-ce que le marché québécois est vraiment demandeur pour de la viande élevée à l'air libre? Est-ce qu'il y a un ordre d'idée financier sur les économies qui pourraient être obtenues? Bref, penses-tu que on va le mettre autrement en langage agricole québécois. Est-ce que ça va te permettre de battre le modèle d'assurance stabilisation? Est-ce que donc tu pourrais aller chercher l'ensemble de ton revenu et donc, ce faisant, tu serais nettement plus avantagé que d'autres? Je pense qu'il y aura un avantage. Il n'y a aucune prime qui est offerte en ce moment par le gouvernement, mais étant donné que c'est un agneau qui va avoir une valeur ajoutée, ce serait possible de le vendre directement au consommateur comme tel. Donc, demander un prix plus élevé en disant, ben, c'est un agneau nourri à l'herbe, c'est un agneau de spécialité. Donc, oui, ce serait possible d'aller chercher un meilleur prix, en plus de faire des économies en l'envoyant au pâturage. Après ça, ben, il faut trouver un marché. Je pense que oui, il y aurait un marché au Québec pour un agneau de spécialité comme ça. Il faut juste le trouver puis y avoir accès. Et là, juste pour la petite histoire, s'il y a quelqu'un qui est capable de trouver un marché spécialité, les agneaux de la bergerie du Margot ont été servis à la Maison-Blanche à plusieurs reprises. Et la Maison-Blanche, c'est pas celle qui est au coin de la rue, là, c'est celle qui est à Washington, là. Donc, peut-être pas par l'occupant actuel, là, mais par le précédent qui préférait plus l'agneau que les hamburgers, là, mais bref, voilà. Monsieur Binet me demande quel est le rendement du PV versus le CPV. Ça, c'est plus pour Bernard, pour Christian, je pense. Faut faire attention, là. Rendement, il faudra voir la définition de la personne qui pose la question, mais ce que je peux vous dire, c'est que théoriquement, disons que la cellule comme telle, l'efficacité de la cellule PV, actuellement, les technologies que vous voyez, mettons, dans les terrains, c'est à peu près 20%. Puis la cellule CPV, c'est peut-être autour de 42%, mettons. Donc, ça, c'est au niveau de la cellule. Après ça, il faut voir l'efficacité du système en bout de ligne. Là, une fois l'énergie toute transformée, c'est quoi l'impact? Mais en général, le CPV, ça a été inventé pour ça. Ça a été inventé pour doubler l'efficacité des modules. Mais, Christian, corrige-moi si je me trompe, là, mais de mémoire, c'est par contre un petit peu plus sensible à la couverture nuageuse.
Oui. Donc, le CPV habituellement est installé dans des régions à forte irradiation. Mais par contre, avec les systèmes de trackers, les systèmes de suiveurs, les systèmes produisent à peu près, disons, 30% d'énergie de plus par année à cause qu'ils suivent le soleil. Donc, c'est certain que le CPV, ce n'est pas pour tous les environnements. Mais on a des modules au Québec qui produisent très bien. Mais vous avez raison, c'est une technologie qui prend les radiations directes. Donc, effectivement, quand il est à fort couvert nuageux, ça ne produit pas beaucoup. OK. Donc, peut-être maintenant une question pour Bernard, elle est là. On a Albert qui nous dit, bon, s'il arrive qu'on a des panneaux bifaciaux, ça devient, donc, on va prendre la question au départ. C'est vrai qu'il est intéressant d'envoyer les animaux paître dans un parc solaire pour rentabiliser l'utilisation des parcs solaires. Et donc, l'usage multiple. Cependant, je pense qu'il faut souligner que c'est intéressant pour un parc solaire ordinaire. Est-ce que, c'est-à-dire que si on a des panneaux bifaciaux, le fait qu'il y ait des moutons qui fassent de l'ombrage par rapport à la réflexion, est-ce que ça va avoir un impact? Donc, d'après toi, Bernard, est-ce que ça a un impact, cette situation-là? Oui, ben, pour Empire spécifiquement, ce n'est pas des bifaciaux, mais si, admettons, on avait le même design avec des bifaciaux, la réponse serait oui, mais dans un secteur précis, une journée donnée. Donc, comme je le disais, là, le parc est divisé en 38 sections et les troupeaux sont concentrés dans 2 sections sur 38 par jour. Donc, je crois qu'il y aurait un certain impact qui ne doit pas être très grand, mais l'impact serait très sectorisé sur une partie minime du parc. Donc, je pense que ça serait tout à fait gérable. Là. Donc, l'endroit où les clôtures ont bougé, l'endroit où est le troupeau, c'est là qu'il y aura un impact. Le reste du parc, lui, il ne serait pas touché. Exact. Le troupeau n'est pas en totale liberté partout sur le parc en tout temps. Là. Il est concentré à un seul endroit, puis on le déplace à chaque jour en fonction de la taille de l'herbe. Léla, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Ça va avec ce que tu pensais? Oui, exactement. Bon. Mais par contre, peut-être pour aller avec la question d'Albert, il y a peut-être par contre certainement un gain dans l'acceptabilité sociale du milieu à recevoir un parc, parce que certains pourraient penser qu'un parc solaire s'en vient dans ma communauté. Moi, je vois très bien ça à Bonaventure. Les gens disent, bon, ça y est, ils vont nous envoyer un parc solaire, on va avoir de l'asphalte comme au 10-30 à Montréal, aux Galeries de la Capitale. Là. Il n'y aura plus rien qui va pousser, là, puis on va être fait pour les 200 prochaines années. Donc, le fait de mixer les deux, vous ne pensez pas que ça facilite la réalisation d'un projet? Je pense que ça donne un côté plus écologique au projet, là, parce que justement, il va y avoir une économie, oui, une économie sur les pesticides. Il va y avoir beaucoup moins de pesticides utilisés, d'après moi. Là. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant, si on veut, d'afficher ça, ce côté-là. Là. Oui, pour l'acceptabilité sociale, exactement. Bernard? Oui, ben, encore une fois, écologique. Avec la même terre, on fait 2 activités. Donc, on maximise l'utilisation, ce qui s'inscrit complètement dans les principes du développement durable. Donc, acceptabilité sociale, développement durable. Parfait. Et là, ma montre vient de sonner. Donc, on est dans c'est comme à la boxe quand le juge cogne sur la table. Là, ça veut dire que c'est presque fini. Christian, on a une question pour toi. À votre avis, ben, ça peut être aussi pour Bernard. À votre avis, quel est le potentiel d'énergie solaire PV au Québec? Ben, avec le temps qui nous reste, on ne fera pas une thèse de doctorat là-dessus, mais vous savez que l'Allemagne a la plus forte pénétration de photovoltaïsme au monde et ils ont moins d'irradiation solaire qu'au Québec. Donc, tout est possible. Donc, on est de mémoire 850 par rapport à 1100 watts au mètre carré. C'est à peu près ça? Environ, exactement. Donc, on peut dire ce qu'on peut dire sur l'Allemagne, mais il reste qu'aujourd'hui, ils ont à coût de subvention peut-être, mais ils ont un positionnement qui est unique au monde. Parfait. Bernard, toi, quelle est ta réponse? Je pense que le potentiel au niveau ressources, je ne veux pas dire infini, mais il est énorme. La limitation va se trouver au niveau de la stabilisation,
la charge sur le réseau, puis tout ça. Donc, la limite va plus se trouver sur la demande électrique, puis la stabilisation de la charge. Mais au niveau ressources, elle est là et elle est nombreuse. Et donc, là, ce qu'on comprend, Léla, par cette question-là, c'est que souvent, on va opposer, par rapport à la Commission de protection du territoire agricole, à l'effet de dire, touchez pas, faites pas un projet en terre agricole parce que la terre agricole, elle est rare, c'est 2% du territoire et donc, faut pas y toucher. Donc là, toi, ce que tu sembles nous dire, c'est que pour les producteurs ovins, donc d'agneaux de moutons sur la grandeur du territoire du Québec, pour eux, ils y verraient tout un avantage, puis ça serait financièrement gagnant pour le Québec parce qu'on aurait moins d'importations. Oui, exactement. L'agneau serait plus accessible. Il pourrait être moins dispendieux pour les gens. Parce il coûterait moins cher. OK. Bon, ben écoutez, merci en ligne pour vos questions et merci à nos panélistes. C'est déjà tout le temps qu'on a. Donc, la semaine prochaine, on va faire une synthèse parce que là, on compétitionne contre le beau temps et ça devient difficile. Nous ne sommes pas des panneaux solaires, donc ça devient difficile et je pense que vous avez le goût avec le déconfinement qui arrive. Léla, il n'y a pas vraiment de confinement sur la Terre, tu as suffisamment grand chez vous. Mais donc, on va avoir la semaine prochaine une synthèse sur le global de notre série agriculture et énergie renouvelable, comment allier ces deux forces du Québec pour une économie plus résiliente, plus verte. Et donc, on vous garde un invité surprise. Et donc, soyez des nôtres. Merci beaucoup tout le monde. Si vous avez des questions, info@aqpr.com. Et n'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux. Il va être en ligne demain matin sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Puis à la semaine prochaine. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.